Alors, bonjour à toutes et tous. D'abord, merci pour votre courage pour suivre cette conférence avec quand même beaucoup d'intervenants dans un climat parfaitement caniculaire. Moi, je pense que l'objectif de la conférence, vous l'aviez bien compris, c'était de rappeler qu'il y avait de la précarité, mais surtout de montrer que la précarité dans l'université et dans la recherche n'était pas un à côté, mais faisait système. C'est-à-dire qu'en réalité, cette précarité, elle est institutionnelle, c'était ce que tu as dit dans l'introduction, et c'était pas un à côté. Et souvent, quand on parle de précarité, on se dit, bon, il y a les personnels titulaires, il y a des étudiants qui vont bien, et puis à côté, il y en a quelques-uns qui sont précaires, et puis il y a quelques chercheurs qui sont précaires. Non, la précarité, elle est centrale, c'est le cœur du réacteur du logiciel néolibéral. Bon. Et alors, pour essayer de reprendre un peu ce qui a été dit, mais il y a d'abord la précarité, moi je voulais insister là-dessus, des financements dans la recherche. Ça commence par là. Cette précarité des financements, elle a explosé avec la création en 2004 de l'Agence nationale de la recherche, et on a basculé dans un autre monde. Le monde d'avant, c'était, vous étiez dans un laboratoire, vous meniez des recherches, on vous donnait une subvention d'État. Bon, on pouvait avoir des financements incitatifs pour aller plus travailler dans un domaine que dans un autre, mais on avait des financements. C'est-à-dire que dans n'importe quel travail, si vous arrivez, en général, vous avez un ordinateur, vous avez les moyens de travailler, enfin, même dans une entreprise privée. Et là, on a basculé dans un monde où c'est un monde de la logique du projet, où pour avoir des moyens pour travailler, il faut déposer des projets. Et donc, on est arrivé à un moment complètement fou d'une précarité des financements dans la recherche. Alors, c'est évidemment l'Agence nationale de la recherche, la fameuse ANR, mais c'est aussi les initiatives d'excellence, c'est aussi, ça a été cité, la loi LRU, hein, donc la loi sur la responsabilité des universités, parce qu'en rendant autonomes les universités, ce qu'on a surtout fait, c'est qu'elles sont autonomes financièrement, mais donc du coup, parfois, on leur dit d'augmenter le nombre de postes, mais elles n'ont pas les moyens pour ouvrir les postes, donc ça leur fait une belle jambe. Donc cette précarité, pour donner un exemple de chercheur, moi j'ai travaillé à partir de 2007 sur l'effet des changements climatiques sur les forêts. Et puis on a mis en place des capteurs météo, je voulais en parler parce que là il fait chaud, pour voir l'effet de la forêt sur le microclimat forestier. Et on a mis ça en place en 2007. Et en gros, pour suivre ces capteurs météo tous les ans, il faut 3 000 € par an. Hein, bon, c'est le coût de l'essence et les défraiements, des déplacements des techniciens. Et bien, j'avais pas les 3 ou 4 000 € par an pendant 10 ans. Il a fallu que chaque année, je trouve de l'argent sur des appels à projets d'autres projets, hein, pas forcément sur le suivi de la météo au Mont Ventoux, pour essayer de financer. Et il y a eu des années où on n'a pas pu financer, parce qu'on n'avait pas 3 à 4 000 € par an, sur un thème aussi important que le dépérissement des forêts, hein, le changement climatique. Donc cette précarité des financements, elle est à l'origine de la précarité des personnels. Il faut bien comprendre que c'est la conséquence de tout ça, c'est qu'ensuite, on embauche des précaires pour faire le travail que les chercheurs n'ont pas le temps de faire, parce qu'ils passent leur temps à chercher de l'argent. Donc tout ça étant en cascade. Mais cette précarité des personnels, elle se décline sur une précarité des administratifs, évidemment. Parce qu'on a de moins en moins d'administratifs, il n'en faudrait plus, parce qu'en réalité, à chaque fois que vous montez un appel à projet, il faut une secrétaire ou un secrétaire derrière pour gérer le budget. Donc en réalité, on devrait avoir une augmentation du nombre de personnel administratif et on a une diminution. Donc on emploie des précaires pour faire ce travail-là. Mais précarité des techniciens. Parce que mécaniquement, on se dit que vaut mieux embaucher un grimpeur. Par exemple, nous en forêt, on avait des grimpeurs. Faut mieux l'embaucher en CDD pendant 2 mois pendant qu'on est en forêt plutôt que d'avoir formé un technicien sur le long terme pour faire le travail. Alors quelle est la conséquence de cette précarité globale ? D'abord, c'est un gâchis collectif. Un gâchis collectif, et ça a été très bien dit par Adèle, parce qu'en cascade, ça mène à une souffrance terrible et à du harcèlement moral. Parce que quand on est en permanence dans la course à la publication, en permanence dans la recherche de moyens financiers, forcément ça multiplie les comportements de prédation et de harcèlement moral. Forcément, celui qui réussit dans le système, c'est celui qui a le plus de projets. Celui qui a le plus de projets, c'est celui qui a le plus de publications. Et celui qui a le plus de publications, c'est celui qui arrive à mieux faire travailler ses doctorants et ses doctorantes. Et donc, c'est celui qui arrive à mieux les harceler, en fait. Ça a été très bien dit ensuite par Julien. Donc, en fait, on augmente parfaitement la productivité au travail. Hein. Et à l'arrivée, on a une souffrance énorme des personnels, souffrance physique, parfois, fatigue, burn-out. Je connais énormément de gens qui ont fini en burn-out. Et puis, perte de sens pour une partie d'entre eux, y compris pour les cadres, y compris les cadres très supérieurs qui mettent en œuvre ce genre de dispositif. C'est exactement les mêmes phénomènes qu'à Orange.
que dans toutes les grandes entreprises où le management néolibéral est arrivé. Ensuite, on a des suicides, on a des mises au placard de cadres, parce que les cadres certains ne veulent pas jouer le jeu, donc ils sont mis au placard. Et puis, il y a une autre conséquence dont on parle souvent moins, c'est la perte de savoir-faire. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous multipliez, en fait, au lieu d'avoir un technicien sur 20 ans ou 30 ans, qui est formé, qui a un certain savoir-faire, qu'il transmet aux jeunes qui arrivent, vous embauchez chaque année un précaire qui avait fait complètement autre chose avant, et bien en fait, vous ne pouvez pas réellement bien le former. Et donc le temps qu'il est formé, en fait, il est déjà reparti. Donc c'est une perte énorme d'énergie et de qualité à l'arrivée. Et pour remédier à ça, ils ont une solution, les néolibéraux. Toi, tu as parlé d'un certain nombre de leurs solutions. Mais une des solutions pour remédier à la précarité, c'est de remplacer les hommes par des protocoles. C'est ce qu'on a appelé l'assurance qualité-recherche. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah bah zut, comment on va faire, puisque le technicien, on l'embauche en CDD, il part au bout d'un an, comment on fait pour former le suivant ? Ben, on crée un protocole. Et donc du coup, on n'a pas arrêté de bureaucratiser l'ensemble des dispositifs, avec des livrables, avec voilà, tout un tas de systèmes de bureaucratie. Ce qui fait qu'on a fait exploser la bureaucratie dans la recherche. Alors, moi, je voudrais conclure là-dessus, avant d'aller aux solutions, sur les conséquences de la précarité. Moi, j'en suis arrivé à la certitude que ça met en danger la production de la science. Parce que quand on travaille mal, qu'on fait des montagnes de publications que personne ne lit, je ne vous ai pas parlé de l'évaluation, j'en parlerai après, mais quand en plus on passe notre temps à évaluer, quand les gens sont en souffrance, ils font de la mauvaise recherche. En plus, ils se regardent en chien de faïence, il n'y a plus de partage du savoir. Donc à la fin, ça met en danger l'activité scientifique. À l'arrivée, ça produit de la mauvaise science, parce que ça produit de la science qui est issue d'une montagne de harcèlement moral. Bon. Et donc ça, c'est pas possible. Bon. Alors, quelles sont les solutions ? Alors, si on comprend que la précarité fait système et que c'est quelque chose de global, il faut comprendre qu'il faut détricoter ça de manière globale. C'est pour ça que moi, la proposition de loi qu'on a déposée et le livret qui était avant et qu'on a coécrit avec Karine Fischer, qui décrit les propositions qu'on avait pour l'Union populaire, en gros, l'idée, c'est de détricoter pas à pas tout ce que l'agenda néolibéral a patiemment mis en place depuis 20 ans. Voilà. Il faut tout reprendre à la racine et revenir notamment sur un certain nombre de choses très précisément. Alors, sur la précarité des financements, eh ben déjà, il faut sortir de la logique en mode projet. Non, on ne doit pas avoir à déposer un projet pour faire de la recherche. À la limite, que pour un grand plan ou pour un équipement, on dépose un appel à projet. Oui, on ne va pas construire un accélérateur à particules dans chaque laboratoire. Donc pour les grands équipements, je comprends qu'on mette en commun et qu'on dépose des projets. Mais pour tout le reste, ce n'est pas nécessaire. Donc ce qu'on a proposé dans la proposition de loi, et c'était déjà dans le programme, c'est la suppression de l'Agence nationale de la recherche et la suppression de toutes les initiatives d'excellence. Et ça ne fait pas plus d'argent dans la recherche, mais si on prend tout cet argent, qu'on le redistribue à chacun des chercheurs, ça fait l'équivalent de 14 000 € par agent présent dans un laboratoire. Quand je dis ça aux chercheurs, ils disent quoi ? 14 000 € par agent ? Donc tu multiplies par le nombre de chercheurs dans le laboratoire et tu as le budget de l'unité. Ça fait rêver beaucoup de gens. Et en fait, c'est juste, c'est quasiment comme l'impôt, c'est redistribuer égalitairement de l'argent qui est là, mais qui est distribué de façon totalement inégalitaire. Parce que dans le système actuel de l'appel à projet, ce qui se passe, c'est que certains labos ont des millions d'euros, ils ne savent pas quoi faire de leur argent, et certains labos n'ont strictement rien. Et là, ce qu'on propose avec cette mesure simple de redistribution de tout cet argent à chacune des unités, c'est une redistribution égalitaire de l'argent. Deuxième élément, sur la précarité des étudiants et des étudiantes. Évidemment, ça a été dit par mon collègue, donc ce qu'on proposait, c'est la suppression de Parcoursup, mais derrière la suppression de Parcoursup, c'est le droit à la poursuite des études. C'est extrêmement important et pour nous, c'est principiel. Chaque étudiant qui est qualifié au baccalauréat doit avoir le droit de poursuivre en licence. Chaque étudiant qui a une licence doit avoir le droit de poursuivre en master. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et donc pour ça, pour que ça soit effectif, donc on propose de supprimer Parcoursup, mais on propose aussi de supprimer les frais d'inscription. C'est pas si cher que ça et ça rendrait l'université vraiment gratuite. Et on propose le repas gratuit aussi du Crous. Et on propose un plan massif de logement étudiant. Donc si on additionne l'ensemble de ces mesures, il ne nous reste plus qu'une dernière mesure, la seule qui coûte de l'argent, la seule vraiment qui coûte de l'argent supplémentaire, c'est l'allocation d'autonomie pour les étudiants, soit 1 063 € pour tous les étudiants qui sont à l'université pour qu'ils puissent dignement poursuivre les études. Parce qu'actuellement, alors ça coûte de l'argent. Alors, Jean-Luc Mélenchon a trouvé une solution, au-dessus de 12 millions d'euros, à l'héritage on prend tout. Et effectivement, avec ça, ça suffit. Est-ce franchement, 12 millions d'héritage, est-ce que vous trouvez que c'est scandaleux ?
de prendre tout au-dessus. Moi, je trouve que c'est légitime quand même, parce que tu commences la vie avec 12 millions, c'est pas mal, hein. Enfin, ça fait pas mal de baraques dans le sud-est, ça, 12 millions, ça en fait moins 12, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Bon, et ça, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Bon, mais le reste des mesures que j'ai proposées ne coûtent pas tant d'argent que ça, c'est une réorganisation de l'ensemble du système. Alors ensuite, sur la précarité des personnels, j'en arrive d'abord aux doctorants. Parce que quelque chose qui est dramatique, c'est qu'on a une baisse du nombre de doctorants aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on veut massivement recruter des chercheurs pour demain, en fait, on ne va même pas pouvoir, parce que on n'a pas assez de doctorants. Donc ce qu'on propose, c'est une augmentation du nombre d'allocations doctorales de 8000, notamment pour que tous les étudiants en sciences humaines et sociales bénéficient d'une allocation doctorale. Ce qu'on propose, c'est de passer le doctorat à 4 ans, pour ceux qui le souhaitent, pour que ça ne finisse pas en urgence en 3 ans. Voilà pour les doctorants. Alors je finirai sur 2 mesures essentielles. La première, c'est la suppression de tous les contrats précaires, ça c'est évident, et la titularisation de tous les contractuels actuels qui exercent des fonctions pérennes. C'est une mesure phare qu'on a dans le programme. Il y a un problème sur les vacataires, on est en train d'y travailler parce que c'est un statut particulier, les vacataires dans l'université. Et évidemment, on ne supprimera pas durablement en fait, la précarité sans revenir à quelque chose de central, qui est que chaque chercheur et technicien et personnel d'administration qui est recruté doit être recruté sur le statut de fonctionnaire, qui est le plus beau des statuts que nous avons acquis depuis 1945. Et donc on propose un plan de recrutement de 30 000 fonctionnaires dans l'ensemble de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pour conclure, vous pouvez me dire pourquoi tout cet argent? Effectivement, les néolibéraux disent on n'a pas besoin de tout ça, finalement pas besoin de qualification, etc. Moi, le pari que je fais, je pense qu'on est tous et toutes d'accord ici, c'est qu'à l'heure de la crise écologique, à l'heure de la crise sociale, nous n'avons jamais eu besoin de savoir scientifique, nous n'avons jamais eu autant besoin de qualification à tous les niveaux, du CAP au doctorat. Si on veut remettre ce pays vraiment en marche vers un écosocialisme un peu qui nous fait rêver, où réellement on fait une grande bifurcation écologique, on aura besoin de tous ces gens qualifiés, et non, on n'aura jamais assez besoin de qualification, d'autant plus, et c'est ce qu'on avait dit aussi dans une tribune avant la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et on avait expliqué que c'était les fondements de la 6ème République, parce qu'on va à l'université pas uniquement pour apprendre des compétences et des savoir-faire, mais on y va aussi pour être des citoyens critiques qui apprennent ce que c'est le savoir critique, et c'est l'université et l'enseignement supérieur est absolument nécessaire à l'émancipation de toutes et tous. C'est pour ça qu'on doit être fiers d'avoir de plus en plus d'étudiants dans nos universités.